Trevor Stewart, candidat provincial à Glengarry Prescott Russell, tu es salué. Merci beaucoup. Bonjour Mathieu, mon Dieu, Élise. Merci de m'avoir. Donc, tu es là évidemment en tant que candidat puisque nous sommes en pleine campagne électorale au niveau de la province. Commencer un peu par une question plutôt générique. Je sais que je te l'ai déjà posée quand tu es devenu candidat. Quand tu as été officialisé candidat du Parti libéral, mais pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu, là, vu qu'on est vraiment dans le sérieux, là, on est en pleine campagne, pourquoi t'avoir présenté comme candidat à l'élection provinciale? Oui, numéro un, c'est notre système de santé. Les histoires que j'ai entendues, les expériences personnelles que j'ai vécues avec, j'ai dit, on a besoin d'un changement, surtout ici dans l'Est ontarien. Puis écoute, mon expérience municipale aussi a eu un gros impact à voir à quel point la main de Toronto a un impact sur nos municipalités dans Glengarry, Prescott, Russell, avec les comtés, avec North Glengarry. C'est énorme, énorme. Puis c'est sûr, le jeudi noir, là, en 2018, on s'en avait déjà parlé. Quand M. Ford a coupé dans notre communauté, avec les coupures des services en français, ça m'avait vraiment, vraiment impacté. C'est ça qui m'a motivé politiquement de vraiment beaucoup plus m'impliquer. Puis ultimement, je pense que c'est ça qui m'a poussé à me présenter pour être candidat libéral pour cette élection. Chose que je trouve intéressant, c'est le fait que Mme Crombie a été quand même, qui est la chef du Parti libéral en Ontario maintenant, elle est plutôt présente dans cette communauté-ci. Encore d'ailleurs, tu t'en vas tout de suite, j'imagine, après l'entrevue, tu t'en vas du côté de Rockland parce que elle est de passage à Rockland aujourd'hui, Mme Crombie. Donnera d'ailleurs une point de presse à 11h. C'est au Gabs, si je comprends bien, ouais. Oui. De mon expérience, quand un chef ou une chef est autant présente dans une circonscription, c'est peut-être parce qu'il y a des chances de la remporter, cette circonscription-là. Non, mais tu ris, vous riez, mais on le sait. Politiquement parlant, un chef qui n'a aucune chance dans une circonscription parce que c'est un château fort XY. Les conservateurs, je ne sais pas moi, de Pierre Poilievre, centre-ville Toronto, ils n'iront pas passer 3 semaines là parce qu'ils savent que c'est pas un endroit où ils peuvent vraiment faire des gains. On se comprend. Donc, de voir la chef autant présente, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez sur le terrain, que vous sentez? Dans les sondages internes, peut-être, je ne sais pas? Oui, il y a eu du mouvement. Surtout, ils disent toujours, hein, les campagnes politiques, ça peut changer l'atmosphère, puis ça l'a changé. On le voit aussi dans les réponses qu'on a des gens, on le voit dans nos numéros. Je pense que c'est aussi un testament de mon équipe. Je veux vraiment leur saluer parce que, écoute, mettre des pancartes à du moins 20, là. Faire du porte-à-porte à du moins 20, semaine après semaine. Puis ils sont payés à Poutine, là, donc je suis vraiment, vraiment chanceux de les avoir parce que je pense qu'ils font un travail exceptionnel. On a souffert ensemble, on a rejoint des dizaines de mille de gens dans Glengarry Prescott Russell. Puis je pense que la chef a vu ça. On voit aussi justement une grosse chance de remporter la région. Donc, puis je veux qu'elle soit capable de comprendre, nous autres dans l'Est ontarien, c'est quoi nos enjeux, c'est quoi nos valeurs. C'est quoi les choses qu'on a besoin de l'aide avec quand ça vient à notre système de santé, quand ça vient au logement dans nos régions. On n'est pas Ottawa, on n'est pas Toronto. Puis je pense que c'est important qu'elle a cette expérience rurale-là et francophone-là qui est si spécifique à notre région. Et quand on voit, par exemple, Doug Ford, par exemple, qui, de mon souvenir, n'a pas vraiment mis les pieds ici dans notre région, t'en penses quoi? Écoute, ça démontre, je pense, c'est quoi notre valeur pour le Parti conservateur. Puis ça, c'est pas grand-chose. Comme tu as dit, en 7 ans comme premier ministre de l'Ontario, M. Ford n'est jamais venu chez nous. Jamais. Une partie de délivrer pour les gens, une partie, c'est d'être là pour eux. C'est d'entendre leurs valeurs. C'est de savoir leur bière, ça goûte comment, leur poutine, c'est quelle la meilleure dans notre région. Puis quand tu n'es pas capable d'avoir ces expériences-là, quand tu n'es même pas capable de te pointer, même pas en campagne électorale, je pense que ça démontre vraiment où tes priorités sont. Puis pour nous autres, au Parti libéral, notre priorité, c'est l'Est ontarien. Le Parti libéral est en pleine reconstruction, ou était en pleine reconstruction, du moins ça sera validé ou invalidé lors de ce scrutin-là. Parce que le Parti libéral, évidemment, de la défaite de Kathleen Wynne en 2018, avec l'arrivée de Doug Ford,
a vécu ces années de vache maigre, peut-on le dire. Et Oui. n'a pas encore le statut de parti officiel parce qu'il faut 12 sièges en Ontario pour avoir le statut de parti officiel qui te donne évidemment plein d'avantages au niveau fiscal et au niveau de Queen's Park en général. Donc, j'imagine que l'objectif surtout, c'est de peut-être avoir le pouvoir. Ça, c'est sûr, tout le monde veut ça. Mais j'imagine minimalement de ravoir ce statut de parti-là, de un, mais de deux, peut-être défaire le NPD du niveau de l'opposition officielle. D'ailleurs, on voyait hier Mme Crombie faire quelques tactiques de vente, justement, pour ramener les gens néo-démocrates du côté libéral, qui a déjà été le cas dans le passé. Je sais pas, c'est quoi ta vision là-dessus en ce moment sur la stratégie? Oui, écoute, je pense que c'est le but de chaque parti, puis c'est le but de notre parti de remporter l'élection. Bien sûr, de revenir au pouvoir, d'amener un gouvernement libéral. Je crois fermement que c'est un gouvernement libéral qui bénéficiera notre région le plus. On l'a vu, notre région prolifère sous des gouvernements libéraux à la province. Que ce soit en santé, que ce soit en francophonie, que ce soit même pour nos agriculteurs. On a de l'attention quand c'est un gouvernement libéral. Écoute, n'importe quel gain qu'on peut avoir, ça sera meilleur depuis la dernière élection, ça c'est certain. Mais si tu regardes les sondages, la course, elle se rapproche énormément rapidement, surtout dans la dernière semaine. Donc, moi, mes yeux sont sur le gouvernement, puis sont sur rapporter des résultats ici dans Glengarry Prescott Russell. Quand tu fais du porte-à-porte en ce moment, étant donné que tu nous disais que tu as été assez actif avec ton équipe, les enjeux que les gens te soulignent le plus quand tu prends la peine de leur parler là, quelques minutes, évidemment, ils vont finir par te faire leur liste d'épicerie. Oui. C'est quoi les enjeux que les gens t'amènent? Oui, numéro 1, puisque nous autres, on a commencé à faire du porte-à-porte en environ septembre. C'était le système de santé. Puis c'était encore les soins de santé. Mais c'est sûr, avec les nouvelles de M. Orange dans le Sud, puis ses tarifs qu'il veut apporter, ses tarifs injustifiés qu'il veut apporter. Non, mais je viens de... Tu viens de clouer? C'est parce que, non, mais c'est parce que là, j'ai M. Orange. Là, je pensais au NPD, mais non. OK, non, excuse. Non. Oui, Donald Trump, parfait. Oui, OK, c'est bon. Trump. Oui, qu'est-ce que M. Trump et ses tarifs injustifiés, c'est sûr que ça, on commence à le voir beaucoup plus. C'est une crainte, surtout quand on parle en agriculture, surtout quand on parle, moi je pense au gars Ivaco. Aussitôt que les tarifs ont été implémentés en 2019, il y a quelques années, eux autres, là, ça leur a frappé très, très, très fort. Si les tarifs sont implémentés en mars, comme que M. Trump le menace, ça va nous frapper fort. Puis on a besoin... Un bully comme M. Trump, ça comprend juste une chose, c'est de se défendre. Puis on a besoin de le faire pour l'Est ontarien, on a besoin de le faire fortement. Puis c'est quelque chose que j'entends beaucoup aux portes. Ça, puis le logement abordable, je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit des jeunes, que ce soit des aînés, des aînés qui ont peut-être des maisons de 4-5 chambres, qui disent « J'aimerais savoir quelque chose de plus petit, mais si je vends ma maison, je vais où? Je vais où? Exactement. Comme il n'y a pas nulle part à aller. » Donc, d'être capable de donner ces incitatifs-là puis de réduire ce prix des maisons-là, c'est une autre chose critique, surtout dans nos régions. Quand on voit aussi que le loyer à Hammond puis Limoges, c'est plus haut que le loyer à Toronto que le loyer à Ottawa, il y a un problème, là. Il y a un problème vraiment critique, puis on l'entend aux portes. En même temps, en quoi la province est entièrement responsable de ça? Les municipalités, tu es dans le domaine municipal, évidemment, oui. tu le sais probablement plus que plusieurs autres personnes. Les municipalités sont pas toujours les meilleurs amis des développeurs. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, on a peur de nos citoyens, on veut pas dézoner, on veut pas ci, on veut pas ça. On a un service qui est peut-être pas, quand on tombe dans l'urbanisme, dans le département du développement économique, de délivrer des permis de construction et tout ça. Tu sais, la province peut aider, oui, mais c'est un travail qui se joue à deux également au niveau des municipalités en question. Qu'est-ce qui changerait
sous un gouvernement libéral et avec toi au pouvoir par rapport en ce moment au niveau de cette dynamique-là entre les municipalités qui peuvent être un frein au développement et la province? 2 choses. La plus grande chose, c'est l'élimination des frais de développement. On veut complètement éliminer les frais de développement. Ces frais-là, ça rapporte jusqu'à 170 000 sur le prix d'une maison. Je crois aussi que c'est une barrière d'accès pour des petits développeurs. Des développeurs qui viennent de chez nous, nos voisins, des gens qui veulent, qui se rentrent dans cette business-là. Écoute, être capable d'avoir le capital nécessaire pour payer ces frais de développement-là avant de construire, c'est énorme. On veut éliminer ça, puis bâtir un fonds d'infrastructure municipale. Ça, c'est une autre chose. Les frais de développement sont faits pour payer l'agrandissement municipal, sont faits pour payer l'infrastructure municipale qui vient avec des nouveaux développements. Le problème, c'est que ce système-là ne fonctionne plus. Les frais de développement sont actuellement pas assez hauts. Ça veut dire que quand un nouveau développement rentre, les municipalités payent pour. Puis en ce moment, la seule façon qu'ils ont, la seule option qu'ils ont pour essayer d'enlever cette pression-là, c'est de monter les taxes municipales. Puis on le voit tout partout au travers les municipalités dans Gagner Prescott Russell. Là, on a eu des augmentations énormes dans la dernière année. C'est pas normal, là. Minimum 5-6. Oui, minimum. 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 Je pense, Clarence Rockland, c'était le plus bas, puis c'était du 6,9. C'est du jamais vu. Là. Puis et qui était très bon par rapport à d'autres. Oui, bien, écoute, quand du 6,9, c'est une bonne augmentation, tu sais qu'il y a un problème. Ouais. Là, tu sais. Donc, ça revient dans l'autre grosse chose, c'est de donner une nouvelle entente aux municipalités. Ça fait des années maintenant que les services sont transférés, les services provinciaux sont transférés dans les mains des municipalités, puis les fonds sont coupés. Donc, l'entente de fonds municipal-provincial n'a pas été renouvelée depuis des décennies. C'est le temps de changer. Ils ont besoin d'une nouvelle entente parce qu'en ce moment, c'est illégal d'avoir un déficit en tant que municipalité. Le gouvernement de l'Ontario peut en avoir un, le gouvernement du Canada peut en avoir un, mais nous autres, oui, évidemment, je sais. Mais nous autres, on ne peut pas. Donc, leur seule option, c'est de lever ces taxes-là. On a besoin de leur donner une nouvelle entente pour que la pression arrête d'être légiférée sur les payeurs de taxes, puis qu'ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Les gens sont bornés de taxes. Plus capables, au prix de tout en ce moment. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est une autre augmentation de taxes municipales. Donc, s'assurer de leur donner ce break-là, puis cette nouvelle entente-là, je pense que c'est critique pour la survie de notre municipalité dans la région. Oui, parce que je comprends un peu le point, évidemment, c'est que politiquement parlant, c'est plus gagnant de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est vieux comme la terre. Tu essaies de lancer quelqu'un d'autre en dessous de l'autobus. Donc, la stratégie de ce que je comprends au niveau de la province en ce moment est de réduire ses dépenses et c'est les municipalités qui doivent aller au bat devant leurs citoyens pour défendre ces augmentations de frais-là. C'est eux qui en paient le prix parce qu'ils se ramassent avec plus de services dans leur cours. Donc, je sais que c'est quelque chose que tu dénonçais avant de te lancer en politique provinciale. C'est quelque chose que tu as souligné souvent en tant que conseiller municipal du côté de Rockland avant même d'être là où tu es en ce moment. Donc, j'imagine que ça continue à être ton discours. Là. Absolument, absolument. Puis c'est comme... Eux autres, ils nous montrent un budget balancé, mais c'est balancé sur le dos des municipalités. C'est pas vraiment un budget balancé. Hein? Puis on le voit comme les déficits. Le petit 200 $ que M. Ford nous a envoyé, ça nous a rajouté 3 milliards au déficit sur la province de l'Ontario. Là. C'est pas... Nous autres, on n'a pas ce pouvoir-là en tant que municipalité. Donc, justement, s'assurer d'avoir cette relation-là de respect partenaire à partenaire, je pense que c'est l'essentiel. Là. En même temps, je voyais beaucoup de promesses passer de Mme Crombie, notamment en santé. Mm-hmm. Évidemment, en éducation, la francophonie et bon, tous les paliers de dépenses de gouvernement provincial qui sont énormes. Évidemment, le gouvernement provincial a le défaut de délivrer tous les services. Contrairement, par exemple, à un fédéral qui est dans le transfert de fonds. Quand ça ne va pas au fédéral, tu peux limiter un peu plus tes transferts de fonds et tout ça. Au provincial, c'est assez difficile. Tu finances des hôpitaux, tu finances de la main-d'œuvre finalement. Le salaire
et équivaut à peu près 60-75% du budget d'une province, évidemment, parce que c'est des services directs à la population. Mhm. En même temps, Mme Crombie qui a annoncé une possible baisse d'impôts, celle qui avait été promise par les progressistes conservateurs en 2018, finalement, Mhm. qui n'a jamais abouti. Il y a eu d'autres, pour être honnête, il y a eu d'autres coupures de frais, par exemple, au niveau des plaques et des permis, tout ça, mais la baisse d'impôts promise n'a jamais eu lieu. Est-ce que c'est réaliste avec toutes les promesses qu'on fait, compte tenu du contexte économique actuel, de promettre une réduction d'impôts par-dessus tout ça? Oui, je pense que ce l'est parce que c'est une question, comme tout en politique, une question de priorité. Les gens nous disent comment on va payer pour. Ben écoute, on va arrêter de faire des décisions comme, justement, les chèques de 200 $ là, qui ont coûté 3 milliards à l'économie ontarienne. On arrête ça. Les ententes avec les compagnies multinationales pour s'assurer qu'on a de la bière dans les stations de gaz un an en avance, qui nous a coûté, je pense, 1,8 milliard de dollars. On arrête ça. Les spas à Toronto qui nous coûtent 2 milliards de dollars. On arrête ça. C'est des priorités. Puis M. Ford qui veut bâtir un tunnel là, à Toronto, l'estimé de 110 milliards de dollars, les priorités sont pas à bonne place. Là. Peux-tu imaginer le bon qu'on peut faire avec 110 milliards de dollars pour notre système de la santé, pour l'éducation, pour des coupures dans les impôts des gens? C'est énorme, là, au lieu de payer des gens pour creuser un trou dans le milieu de Toronto. Je pense qu'on en a eu assez de Toronto dans nos régions, ça c'est certain. Mais en même temps, est-ce que tu défendrais un tunnel entre Hawkesbury et Rockland? Non. Je vais défendre un pont un nouveau pont là, entre Québec et Ontario dans nos régions, c'est certain, mais non. On a juste besoin d'arrêter avec les gimmicks, là, comme les priorités sont juste pas à bonne place, en tout cas. Commence à arriver un peu à la fin du temps qu'on a. J'irais probablement avec la question qui n'est pas très compliquée, mais en même temps que je pose à tout le monde. Je suis Mathieu, parfait, je suis un électeur. Il est 10h le matin, on est dimanche. Tu cognes à ma porte. Mm-hmm. C'est toi qui es là, allô? Oui. Bonjour, M. Stewart. Toc, toc, toc. Quand j'ouvre la porte, là, oui. Qu'est-ce que tu me dis? Je te dis, en premier, on est chez vous parce qu'il y a une élection qui a été appelée. Mais c'est pour ça qu'on est chez vous à de la météo si fantastique, à du moins 20. On se demande, je te demanderais, est-ce que ta vie est meilleure qu'elle l'était 7 ans passés? Je te demande, est-ce que tu es capable d'avoir des grosseries à un prix plus abordable que 7 ans passés? Je te demanderais, es-tu capable d'avoir un docteur de famille ou un rendez-vous avec ton docteur de famille plus rapidement que 7 ans passés? Les chances sont que non. Les chances sont que tu me dirais que les temps sont tough, que je ne suis pas capable d'avoir un docteur de famille, ou si j'en ai un, j'ai de la misère à avoir un rendez-vous. Tu me dirais, j'ai de la misère à voir des spécialistes. Tu me dirais, je t'inquiète que mon jeune n'a pas l'attention qu'il devrait avoir dans la salle de classe parce qu'ils sont rendus à 30, à 35 jeunes dans la salle de classe. Il n'y a plus d'enseignants ressources comme qu'il y avait dans le temps. Tu me dirais, j'ai peur pour le futur de mon jeune parce que je veux qu'il soit capable de grandir dans ma communauté, mais il n'est même pas capable d'acquérir du logement abordable comme que moi, j'ai été capable de le faire. Je te dirais que on est capable de tout réduire ça. On est capable de résoudre ça. On est capable de au moins prendre un pas dans la bonne direction. On est capable de le faire. On n'a pas besoin d'accepter les faillites d'un gouvernement conservateur de 7 ans de temps comme la réalité. On est capable de mieux le faire. Là, je te donnerai mon petit pamphlet qui a mon cellulaire dessus. Je te demanderai de le regarder puis je te dirais, écoute, si tu as des questions, tu me lâches un coup de fil. Mon cellulaire est là-dessus. Puis si je suis élu comme député provincial, ce cellulaire-là, ça ne va pas changer. Donc, je m'assure de te garder accessible parce que je fais pas une bonne job, tu peux me garder les pieds au feu. Mon cellulaire, si je deviens le député, j'enlève la carte SIM de dedans. T'essaieras de me rejoindre après. Non, je te blague. OK. C'est bon, ça?
pas mal fait le tour. Là, dis-moi, Trevor, Trevor, tu t'en vas évidemment à Rockland. Madame Crombie, là, elle sera dans la région tantôt, point de presse à 11h. Est-ce qu'on a une idée un peu de qu'est-ce qui sera question? Ah, écoute, on va voir, mais ça va certainement, ça va être au niveau des petites entreprises. Comment qu'on appuie les petites entreprises, surtout en milieu rural. Comment qu'on est capable de continuer à circuler l'économie locale. Hein, le but, c'est de s'assurer que les gens ne sont pas en train de constamment être forcés à dépenser à des places comme Ottawa, qui sont capables de dépenser chez nous, dans les petites entreprises qui sont faites par et pour des gens de chez nous. Donc, y montrer un peu comment accéder dans nos petites régions, je pense que c'est aussi important. J'ai hâte d'y montrer du Rockland. On va te laisser filer parce qu'il faut que tu sois là quand même assez rapidement. Oui. Trevor Stewart, qui est candidat provincial libéral dans Glen